Bonsoir, bienvenue. Vous suivez la télé d'ici, c'est une très bonne chose. Et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'au nombre de ceux qui nous suivent tous les soirs, du lundi au vendredi à 18h30, il y a beaucoup de jeunes. C'est une bonne nouvelle. L'autre deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en studio, dans les gradins, on a aussi un public majoritairement jeune. C'est très bien, parce que ce soir, on va parler d'un sujet qui concerne exclusivement la jeunesse. Il n'empêche, ceux qui ne sont pas jeunes sont obligés de suivre ce programme-là, puisqu'ils ont dans leur famille des jeunes, ils ont pour enfants des jeunes, ainsi de suite. Bon, allez, tout ce qui touche à la jeunesse touche forcément à l'avenir du pays. C'est ce que disait le chef de l'État et c'est ce que rappelait récemment le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi. Vous le savez, l'année 2023 est placée donc sous le signe, le sceau de la promotion de la jeunesse, de la valorisation de la jeunesse de Côte d'Ivoire. On va parler d'un sujet qui vient valoriser les jeunes. Non, je rigole. Un sujet qui est grave et qui concerne les jeunes. On va parler de toxicomanie ce soir avec deux spécialistes. Une invitée, professeure Béatrice Tigori Sangaré. Elle est toxicologue, avec elle on va parler justement des dangers de ce sujet-là. À ses côtés, Kanigui, docteur Kanigui, qui lui est le président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. On va parler et dresser l'état des lieux et se projeter aussi en guise d'analyse un peu sur ce qu'il est convenu de faire pour évidemment enrayer la tendance. Parce que s'ils sont en plateau, c'est bien parce que la situation est suffisamment grave et le sujet mérite amplement qu'on se pose et qu'on en parle le temps d'1h15 minutes, non, 1h05 minutes ce soir dans la télé d'ici. Deux autres invités, non trois, Sonia Glisse et Tompieux, Montpieux, je crois, qui nous vient aussi de l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui a suivi l'actualité politique de ces derniers jours. Une actualité marquée, vous le savez, par la publication de la liste électorale en prélude aux élections régionales et municipales. Il a décidé ce soir, en tant qu'un digne fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de se prononcer. Et il nous ramène aussi une interview exclusive des trois grands leaders politiques, le président Ouattara, les présidents Bédié et Laurent Gbagbo. C'est évidemment à suivre donc, dans cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Sur NCI, tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 minutes pour aborder des sujets qui vous intéressent et qui intéressent à la fois la Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent également au-delà de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent à travers le monde et qui nous font la gentillesse de le faire depuis un peu plus de 3 ans, puisque nous sommes à la saison 4 de la télé d'ici. On a deux invités ce soir, professeur Béatrice Tigori, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout à l'heure dans mon introduction, j'ai annoncé fils unique, qui est en fait passé dans une émission qui est passée il y a quelques jours et qui ne sera pas là ce soir. Est-ce qu'on peut conclure que je souffre de toxicomanie? Non, pas forcément. Juste un peu de fatigue peut-être. Voilà. Bon, d'accord. Très bien. Non. Mais à quel moment ça devient de la toxicomanie, finalement? Quand je prends quelque chose. Quand vous êtes en contact avec quelque chose qui dérange la tête. Ah bon? Donc en fait, on est tous un peu toxicomanes, parce qu'on prend tous forcément quelque chose... Ah oui, non. Bien sûr. J'ai mal à la tête, je prends un cachet... Non. Et je peux vous dire que Glisse, elle en prend des cachets. Hein. Vous prenez un cachet pour soigner votre mal de tête. Mais ça dérange. Vous ne prenez pas un cachet pour déranger votre tête. Les toxicomanes sont en contact avec des éléments, ils recherchent ces contacts-là pour déranger le fonctionnement normal de leur tête. Okay. Ce n'est pas pour soigner une douleur. D'accord. Bon, donc je ne suis pas toxicomane. Hein? Non, vous ne l'êtes pas. Mais ça peut commencer par soigner une douleur. Et après, ça devient dérangeant, non? Bon, professeur Glisse, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Hein, elle va nous édifier aussi à sa façon. Alors, docteur Yacine Kanigui, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Et avec vous, on va parler ce soir de... On dirait toxicomanie, c'est la bonne formulation? C'est ça. Oui. Vous pensez que ça vaut la peine qu'on en parle ce soir pendant 1 heure, comme ça en prime time? Oui. Vous pensez que la situation est suffisamment grave? Oui, et nous vous en remercions énormément. Ah oui. Bon. Je ne suis pas toxicomane pour rappel. Hein. J'ai parlé de fils unique tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir. C'était il y a quelques jours. Sonia, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien. On a beaucoup de jeunes dans le public, c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. Effectivement. Hein? Vous allez bien?
Vous savez ce que c'est que la toxicomanie, comme ça? Levez la main ceux qui connaissent la toxicomanie. Ouais, levez la main. Si je dis toxicomanie, non? Ça vous parle? Non. Il y a Si on dit acquis. Et si on dit acquis, vous connaissez? Ah, bon, là, tout le monde connaît. Acquis. Ganos. Ah, bon, là, ça commence à venir. Écoutez, on parle de ce qu'on met dans la sauce, non? Acquis. ils ont compris. Hein? Ou bien vous avez notre acquis? Ah. Comment? Vous, c'est acquis de sauce que vous connaissez? Mais qui connaît acquis de Sonia, là? Alors, important à savoir déjà avant de démarrer, peut-être on a une petite info, Sonia. Oui. C'est bon? Juste après ça. Allez. Alors, j'ai les infos à compte-gouttes en même temps de la Sénadaï, donc je vais lire en même temps. Il y a quelques semaines, on avait vu ce post de Edith Brou qui disait qu'elle allait refaire son passeport et on lui a demandé son diplôme. Moi, ça m'était arrivé l'année dernière, donc j'allais et j'ai demandé qu'on mette journaliste. Ils ont dit, donnez votre diplôme de journaliste pour prouver que vous êtes journaliste. Donc maintenant, pour faire son passeport, il faut prouver qu'on a un diplôme qui justifie le métier qu'on a. Donc elle a soulevé en fait cette problématique sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont commencé à partager leur avis. Donc moi, je suis allée sur le site de la SNEDAI et je me suis rendu compte qu'en fait, pour les Ivoiriens, on ne demande pas de diplôme. On demande le reçu de paiement, l'original de la CNI, le récépissé. C'est seulement pour les Ivoiriens naturalisés, donc pour les étrangers qui deviennent Ivoiriens qu'on demande un diplôme. Donc ce n'est pas une publication juste? Donc ce n'est pas, en tout cas sur leur site, ils ne demandent pas. Mais quand même, il y a un PS qui dit qu'on pourrait vous demander des documents supplémentaires au cas où. Mais en tout cas, dans la liste des documents à fournir, c'est-à-dire si aujourd'hui tu décides de te lever pour aller faire ton passeport, tu vas sur le site pour te renseigner. Non, on ne te demande pas ton diplôme, mais sur place, ils peuvent te demander ton diplôme. Donc j'ai contacté le directeur de la SNEDAI qui m'envoie les informations, comme j'ai dit, à compte-gouttes, qui a dit qu'il faut éviter les amalgames parce que le caractère biométrique du passeport ivoirien nécessite des vérifications sur l'identification. C'est pour cela que souvent, ils sont amenés à demander à certains, donnez-nous ce justificatif. Mais ce n'est pas dans tous les cas que ça arrive. Mais en tout cas, tous les Ivoiriens qui ont réagi à cela ont dit que eux, depuis 2 ans, et même moi, comme je dis, ils me l'ont demandé. Donc, je ne sais pas trop dans quel cas. Est-ce que c'est au visage? Est-ce que c'est par rapport à ton métier qu'on te demande un justificatif? Mais moi, je me demande, et si aujourd'hui, et surtout, si aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on ne fait pas les métiers. Tous les citoyens sont logés à la même enseigne. Mais surtout, en fait, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne font pas, ou même nous qui ne faisons pas le métier qu'on a appris. Bon, moi, dans mon cas, j'ai fait le métier que j'ai appris, mais quelqu'un qui n'a pas fait le métier pour lequel il est allé à l'école, on fait comment? Donc, on demande le diplôme ou la carte professionnelle? Le diplôme. Moi, quand je suis allée, j'ai dit journaliste, on m'a dit de donner mon diplôme de journaliste. Donc, heureusement que je scanne tout, donc j'ai donné, et ils ont dit, OK, vous êtes vraiment journaliste, pour repasser dans 72 heures, prendre votre passeport. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas fait les études du diplôme, du métier qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la pertinence, en fait, de demander? Justement. Mais il m'a dit d'éviter les amalgames, c'est dans certains cas, c'est pas très clair son justificatif. C'est pour ça que je dis que pour Edith Brou, qui a un visage connu, parce que quand il dit dans certains cas, ça laisse entendre que la personne a peut-être un problème sur son identité, et ainsi de suite. Mais elle, on la connaît, donc je comprends pas trop. Enfin, bref. Moi non plus. Donc, en tout cas, je vais continuer à recevoir ces messages et demain, je viendrai, parce que j'ai l'impression qu'il a énormément de choses à dire. Il écrit. Je vois, il continue à écrire. Donc, demain, je vais revenir avec son PDF pour vous détailler tout ça. OK, très bien. Désormais, si vous allez renouveler votre passeport, allez-y avec son passeport, puis on demande à Cheikh Ivan son diplôme. diplôme. Mais oui, il est journaliste qui nous donne son diplôme. Alors, est-ce que pour ceux qui ont plusieurs métiers aussi, il faudra donner autant de diplômes que de métiers? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de mettre dans le passeport, je ne sais pas moi, cordonnier, je pense que ça va être le métier principal. C'est ton métier, c'est le... Parce qu'en général, dans le passeport, c'est mis profession. C'est ça. Quelque part. Donc, quand vous mettez, par exemple, je suis médecin, bon, c'est, selon moi, de justifier effectivement que vous êtes médecin, tout simplement. C'est cela. Peut-être de façon plus claire, peut-être c'est pas de demander peut-être un diplôme forcément, mais de peut-être donner un le document qui justifie qu'on est effectivement médecin. C'est la profession que vous avez déclarée, en fait. C'est ça, pour ne pas passer pour un usurpateur. Voilà. En fait, par exemple, pour le commerçant, on te demande ton registre de commerce. Pour le chauffeur, on te demande une attestation. Mais pour les autres métiers, ils disent un diplôme. C'est ce qui est écrit sur le site pour ceux qui se naturalisent. Tu es cordonnier, tu es coiffeur, tu l'as pas vraiment appris dans une école, tu l'as appris comme ça. Comment est-ce que tu fais? Donc, la question reste de ce que tu fais. Posée, mais bon. Je sais pas, dans ton atelier. En tout cas, demain, je reviendrai dans une prolongation. Vous détailler quand j'aurai toutes ces Vraiment, réponses. on attend avec impatience cette prolongation. Moi aussi. Alors, il faut qu'on prolonge ce sujet. Exactement. Pour en avoir le cœur net et mettre fin donc au débat. Je ne suis pas toxicomane. Est-ce qu'on a un instant unique aujourd'hui?
Non. OK. Mais je commence, tu sais quoi, tu as pris quelque chose qui a mélangé la tête parce que c'est ce qu'elle disait. Non, parce que, en fait, sur le conducteur que m'a fourni Sonia... Je suis pas sûre. Et C'est Sonia qui est la toxicomane, alors? C'est écrit l'instant unique. Donc, en définitive, professeur, En vrai, non. quand c'est mentionné écrit- sur papier et qu'on est très discipliné, on se fie à ce qui est sur le papier, et qu'en fait, ceux qui ont écrit le papier disent non, ça n'existe pas, qui est fautif dans cette Et affaire? balle perdue, hein. Je demande un joker pour cette question. Très bien, allez. Alors, professeur, on vous ne laissera pas partir comme ça. On a besoin de savoir ce qu'il faut mettre dans la définition, dans le mot toxicomanie. C'est un panier, j'imagine, avec beaucoup d'ingrédients, acquis et tout le reste. Qu'est-ce qu'on met comme ingrédients dedans? Merci beaucoup. L'Ordre des pharmaciens vous remercie pour cette invitation. Les toxicomanies, ce sont les habitudes, les pratiques qui sont créées et entretenues par des éléments qui vont perturber la tête du sujet. Donc des habitudes qui sont entretenues, créées et entretenues par des éléments. Ça peut être des produits chimiques que l'individu consomme. Ça peut être également des produits chimiques avec lesquels il travaille et puis il ne se protège pas bien. Dès l'instant où ces substances ont un effet particulier sur le fonctionnement du système nerveux central, ils vont déranger le système nerveux central, on dit qu'ils sont victimes de toxicomanie. Et en langage pharmaceutique, nous aimons dire substance psychoactive, parce que substance active sur le psychisme. Psychisme pour désigner le système nerveux central. Est-ce que la notion de volonté prend tout son sens? Est-ce qu'on est qualifié de toxicomane parce qu'on a eu l'intention de le faire, on a consommé le produit de façon délibérée? Est-ce que c'est valable aussi pour de l'empoisonnement, par exemple? L'empoisonnement, j'aimerais bien le glisser dans un autre registre. Oui, non, mais parce que à votre insu, je ne parle pas de vous, mais c'est un exemple, à votre insu, je glisse un produit qui est susceptible de perturber justement le fonctionnement du psychisme. Une drogue? Et vous devenez addict, par exemple. Oui, nous parlons plutôt de soumission chimique. Ah, C'est une autre terminologie. d'accord. Lorsque quelqu'un subit une substance qu'on a mise en contact avec lui, sans son accord, sans sa participation et souvent à son insu, nous parlons de soumission chimique. Très bien. Docteur, peut-être compléter la définition ou c'est bon, on est bon? Oui, dessus? non, effectivement. En fait, ici, je pense que l'OMS, même l'Organisation mondiale de la santé, donne une définition assez claire, bien sûr, donc, de la toxicomanie, qui, en fait, fait ressortir la notion déjà donc, de la volonté de la personne, même justement, qui est soumise à ce genre de substance. Et qui développe par la suite une dépendance qui est à la fois physique, Oui, qui peut être physique, psychique ou même les deux à la fois. d'accord. Et en général, donc cette toxicomanie-là est due essentiellement à la prise répétée la plupart du temps de certaines substances qui sont donc... Ouais, ok. On va arriver dans quelques instants sur les cas extrêmes, appelons ça comme ça. Pour quelqu'un qui est dépendant du paracétamol, qui en prend comme on prendrait des grains d'arachide, de cacahuètes et tout, en amuse-bouche, est-ce que ça rentre aussi dans ça? Parce que l'un des éléments justement de la toxicomanie, l'une des conséquences, c'est la dépendance justement. Parce que la plupart du temps, les substances auxquelles on s'adonne la plupart du temps entraînent souvent des dépendances, ce qui fait que par la suite, le sujet devient accro, comme on le dit. Il y a un problème d'accoutumance également qu'il faut donc ressortir dans la notion de la définition de la toxicomanie. Parce qu'en fait, si vous rentrez dans une pharmacie, vous souffrez d'un mal de tête et qu'on vous conseille un cachet que vous prenez et qui vous soulage, et s'il y a dans ce cachet-là quelque chose, une substance qui crée l'accoutumance, là, vous ne le prenez plus de façon délibérée, en fait, comme le dit Hachek. C'est quelqu'un qui vous a conseillé ça et vous êtes devenu dépendant. Est-ce qu'on vous qualifierait aussi de toxicomane dans ce cas-là? J'aimerais dire que le fait de s'habituer à ça, c'est ce que nous appelons dépendance ou pharmacodépendance. Mais le fait que, même après que le mal soit passé, la personne pense en avoir toujours besoin, nous parlons de tolérance. Le corps s'est habitué aux produits. Et dans les produits qui dérangent la tête, il y a le phénomène de dépendance physique, dépendance psychique, également la tolérance. Avant, les 2 comprimés de paracétamol suffisaient pour le mal de tête. Maintenant, la personne dit non, ça ne me fait rien, il me faut 4. Pourquoi? Parce que son corps s'est habitué au produit. Son corps tolère le produit. C'est une autre conséquence liée à l'habitude qu'il a répétée. C'est dangereux? Bien sûr que c'est dangereux, puisqu'il faut bien arrêter ce traitement. Un traitement, ce n'est pas un traitement à vie. Donc, c'est un mal de tête
qui a poussé madame à demander du paracétamol. Mais il faut arrêter une fois que le mal de tête est fini. On ne dit pas, je me sens tellement bien que je continue. Ça va créer d'autres problèmes. Le paracétamol, ça peut bousiller le foie. Tout ce qu'on prend, aucune substance n'est un poison en elle-même. C'est la dose qui fait le poison. Dès l'instant où il y a la répétition, souvent sans l'accord du prescripteur, vous êtes en train de déranger votre organisme. C'est pour ça que l'Ordre des pharmaciens interdit certaines substances en pharmacie aujourd'hui, comme la codéine. On ne peut plus prendre de codéine en pharmacie sans ordonnance. C'est parce qu'il y a ce phénomène-là. Bon, là, peut-être il faut apporter un petit rectificatif quand même, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a certains médicaments qui contiennent de la codéine. Vous avez par exemple du paracétamol qui est codéiné. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a certaines douleurs, peut-être de tête ou bien des céphalées, qui ne sont pas soulagées uniquement par le paracétamol. Donc les laboratoires ont trouvé bon de faire une association avec de la codéine, qui est en même temps un sédatif de la douleur, qui permet donc de calmer donc la douleur. Mais sauf que, comme on le dit souvent, la codéine, qui est en fait un opioïde, a souvent un problème de dépendance. Elle a dit tout à l'heure que chez nous en pharmacie, ce n'est pas la substance qui fait en fait le médicament ou le poison, c'est la dose. Donc aujourd'hui, quand vous prenez la codéine de façon claire, dans certains médicaments, il est vendu en vente libre. Hein. On n'a même pas besoin d'ordonnance pour cela. Il est vendu en vente libre. Parce que la dose qui est dedans, normalement, ne peut pas entraîner effectivement certains effets peut-être toxicomanogènes, comme on le dit, la plupart du temps. Mais vous voyez, qu'est-ce qui se passe en général? C'est l'accumulation, bien sûr, donc, de la dose qui fait qu'on arrive à des doses toxicomanogènes. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Donc, souvent, c'est des médicaments en vente libre parce que la codéine, c'est aussi un sédatif de la toux. C'est-à-dire que pour traiter certaines toux non productives, qu'on appelle en général les toux sèches. Mais la dose qui est dedans, c'est la dose thérapeutique. C'est comme je dis n'importe quoi. On vous dit aujourd'hui, voilà, vous avez un mal de tête, prenez du paracétamol pour vous soigner. On vous dit prenez 1 gramme 3 fois par jour. Mais si vous en prenez 5 grammes 3 fois par jour, ce n'est plus un médicament que vous avez pris. C'est une drogue. C'est une drogue. Très bien. Sonia. Est-ce qu'on est considéré comme toxicomane? Vous savez, les règles douloureuses, parfois on va prendre des médicaments 2-3 jours à l'avance en mode préventif pour ne pas avoir mal. Et parfois même on prend des comprimés quand on a justement les règles douloureuses qui ne marchent pas. Donc on va prendre 2 comprimés en plus. Est-ce que dans ce cas-là, on est considéré comme toxicomane? Parce que le but, c'est d'avoir moins mal. Le but, c'est d'avoir moins mal. Mais madame, quand on parle de toxicomanie, on parle de phénomènes qui dérangent la tête. Des substances qui vont perturber le fonctionnement normal du système nerveux central. C'est la tête, c'est vraiment la tête. C'est vraiment la tête. Est-ce Okay. qu'une dame qui prend des produits 2-3 jours avant ses menstrues pour ne pas trop souffrir est une toxicomane? Non. Pas du tout. Même Pas si du tout. Elle attendra 28 jours avant de recommencer. Okay. Ce qui n'est pas le cas du toxicomane, qui prend et qui prend de plus en plus régulièrement et qui prend de plus en plus de fortes doses à cause de la dépendance, à cause de la tolérance. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Et en juste général, des antidouleurs. Et en général, ce qui est recherché souvent par les toxicomanes dans ce problème-là, ce n'est même pas l'effet thérapeutique du médicament qui est recherché. C'est les effets secondaires qui sont recherchés en fait. C'est ça. Vous savez, parce que comme je l'ai dit, quand on prend une substance en elle-même a plusieurs effets, qu'on appelle en fait les effets pharmacologiques. Mais en général, on essaie donc de potentialiser en fait l'effet majeur que nous voulons. C'est ce qui devient donc l'indication. Et les autres effets n'ont pas pourtant disparu. On les masque un peu d'une manière ou d'une autre, mais les autres effets demeurent toujours. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires. Vous voyez que souvent, on vous donne un médicament peut-être même pour traiter un mal de tête, mais ça vous donne peut-être quelques douleurs abdominales. C'est des effets secondaires. Mais en général, en toxicomanie, c'est les effets secondaires de ces médicaments-là qui sont donc recherchés. Absolument. Et non l'effet principal qui est donc comment on appelle ça, l'indication thérapeutique. Donc quelqu'un, par exemple, qui prend de l'herbe de temps en temps, mais prend genre il de prend quoi l'herbe, par exemple, de temps en temps. De l'herbe? Oui, de l'herbe de De quoi? temps De en mouton, temps. là ou... Disons, C'est un de temps en toxicomane. temps. C'est un Non, toxic- pas de manière dépendante, genre chaque 3 mois, chaque 6 mois. Non, Est-ce que c'est un c'est toxicomane? un toxicomane, madame. Ok. Et il ne restera pas si c'est 3 mois. À cause de la tolérance, à cause de la dépendance, il va Il va revenir, prendre beaucoup plus il va de doses. rapprocher ses prises. Et même la dose. Ok. Alors, je suis content parce qu'on a planté le décor. Oui. Les téléspectateurs vont sûrement se demander, mais pourquoi on reçoit professeur, pourquoi on reçoit docteur, alors que ces définitions-là, on aurait pu les avoir sur Google, dans le dictionnaire et tout. sûr. Il est important de planter le décor. On sait désormais que quand on parle de toxicomanie, c'est un rapport avec la tête. Et quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. Ça, c'est OK? On va marquer une pause. Juste après la pub, on va justement revenir sur ce pourquoi on vous reçoit.
C'est une émission qui a rapport exclusivement à la jeunesse. Vous avez constaté des choses sur le terrain, des choses suffisamment graves qu'il mérite absolument qu'on développe dans cette émission. On va le faire, on va parler des différents cas de toxicomanie, de ce que vous avez constaté sur le terrain, de ce que consomment les jeunes justement qui vous inquiètent au point d'accepter d'être là ce soir. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. De retour sur le plateau de la télévision, toujours avec professeur Béatrice Tigori Sangaré. Elle est toxicologue, pour la précision, pour parler ce soir de toxicomanie. À ses côtés, docteur Kanigui Hyacinthe, qui est le président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Ne pas confondre avec les pharmaciens publics, parce qu'il y a aussi de public, non, privé, pour la petite précision. Aux côtés, évidemment, enfin, en face de Glisse et de Sonia, très intéressés par ce sujet de la toxicomanie. Là. Donc, en première partie, on a parlé, on a bien précisé, c'est un rapport avec tout ce qui... Enfin, c'est un rapport avec la tête. OK? Très bien. On va regarder ce reportage qui a été divisé dans le cadre de NCI News. Ça va planter le décor. On va comprendre pourquoi vous êtes là et on développe juste après. Des médicaments achetés en pharmacie, des boissons gazeuses et parfois avec de l'alcool. Le tout donne un cocktail qui est considéré comme les témoignages sont édifiants. Les conditions sont juste pour le fun, juste pour s'amuser. On peut en prendre par semaine, chaque jour. Ça dépend de nos envies. Quand on mélange, c'est par exemple ça, les médicaments de pharmacie, par exemple Terralène ou Eufon. C'est d'être dangereux, je ne pense pas que ça allait exister. Vous n'êtes plus dans le réel, tout devient... En tout cas, vous n'êtes plus lucide. C'est quand il y a des anniversaires, des fêtes, des sorties entre amis. Voilà. Moi, je pense que ça va créer des problèmes pour la santé. Mais ceux que moi je fréquente, ce n'est pas tout le temps qu'ils boivent. Donc, je ne sais pas si ça peut créer des problèmes. Et c'est l'abus qui crée un problème. Alors, professeur et docteur, que se passe-t-il là, dans ce qu'on a vu tout à l'heure? Ce sont des élèves qui font des préparations particulières de substances avec des mélanges de médicaments vendus régulièrement en officine privée de pharmacie avec d'autres choses, des sodas et même des boissons alcoolisées. Et ils disent qu'ils prennent ça pour planer ou pour des anniversaires ou pour certains événements. Et qu'il n'y a rien de grave, c'est une fois en passant. Oui, mais parce qu'ils ne le savent pas. Voyez-vous, le toxicomane est un patient. Mais c'est un patient qui a perdu la liberté de s'abstenir du toxique. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont en train de s'amuser. Ils pensent qu'ils le feront quand ils voudront et ils arrêteront quand ils voudront. Mais c'est faux, c'est un engrenage. Nous parlons de substances qui dérangent la tête. Donc il va arriver un moment où, sous l'effet de la dépendance physique et psychique, ils ne pourront plus s'en passer. Mais comment vont-ils faire pour faire leurs études? Ils pensent qu'ils s'amusent, mais ils ne pourront pas arrêter la machine d'eux-mêmes. Pour qu'ils puissent arrêter, il va falloir organiser leur prise en charge par la médecine ou la pharmacie. Il y en a un qui dit c'est pas grave, sinon ce ne serait pas en vente. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Et puis ce sont des jeunes gens. Ce sont des jeunes gens. À l'adolescence, il y a la curiosité débordante. On a envie de faire comme les autres. On a envie de se démarquer de ce que les parents ont tracé comme ligne droite. Tout le monde a été adolescent, mais tout le monde n'a pas fait ça. Et le danger, c'est qu'ils ne pourront pas arrêter d'eux-mêmes. Et ils ne le savent pas. C'est Lil Wayne, en 2008, qui a mis en ligne cette préparation magistrale et il a décliné dans les détails tout ce qu'il met, des antihistaminiques, de la promethazine, de la codéine et tout. Ils sont ici avec nous. On est obligé de payer des répétiteurs pour qu'ils fassent l'exercice de maths. Mais ce que Lil Wayne a mis en ligne en 2008, ils connaissent par cœur. Vous voyez, nous sommes avec nos enfants, nous n'avons plus le contrôle sur eux. C'est Lil Wayne qui suivent. Mais... C'est malheureux. Il y a des choses beaucoup plus positives en ligne. Et tout ça là, il faudrait qu'on en parle. Parce que il faut les protéger. Il faut les protéger. Et nous ne pouvons les protéger qu'en asseyant des valeurs fortes à la maison. On dit je vous prends un peu plus de temps, excusez-moi, mais c'est important pour moi. Non, allez-y. On dit en toxicologie que le basculement de la toxicomanie, c'est une triple rencontre malheureuse. La rencontre malheureuse de produits qui passent, qui sont disponibles dans la communauté ou ailleurs,
Rencontre malheureuse à un moment particulier où l'individu ne sait pas trop qui il est, où il est mis en situation de stress, où il est mis à mal, et d'une personnalité mal assise. Vous et moi, c'est pas nous qui allons ramasser les produits qui circulent, c'est pas notre travail. C'est pas nous qui pouvons gérer les événements qui vont surprendre quelqu'un. Les Africains ont tendance à dire c'est le destin. C'est pas nous qui gérons le destin. Mais c'est nous qui sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Il faut que les basiques soient assis à la maison pour que l'enfant puisse dire non à ses amis dehors. Il faut que l'éducation soit correcte pour que l'enfant sache quel est le droit chemin et quel est le faux chemin. Ce sont des enfants qui sont perdus. Et moi, je crie parce qu'ils pensent qu'ils s'amusent. Mais après, ils ne pourront pas arrêter. Comment ils arrivent à avoir Justement, accès ces produits sont en vente libre en pharmacie. Oui, il faut bien que celui qui tousse puisse soigner sa toux. C'est cela. Si on doit empêcher celui qui tousse d'avoir son sirop de néocodion, comment il se soigne? Il faut bien que celui qui a une allergie puisse avoir son antihistaminique, sa polaramine ou sa prométhazine. Sans forcément passer par Sans l'ordonnance. forcément par une consultation médicale. Mais ce sont des produits que nous déclarons détournés de leur usage normal. Et nous ne pouvons pas tout verrouiller en pharmacie. Sinon, la population ne peut pas se soigner. Absolument. Nous devons plutôt chercher à éduquer autrement nos enfants. Parce que c'est de là que partent les problèmes. Les parents ne veulent pas l'entendre, mais on en a besoin. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, on revient sur l'éducation des enfants. C'est quelque chose qui n'a pas été mis en place correctement. Oui, bon, effectivement, comme le disait le professeur Tigori tout à l'heure, vous avez bien entendu, ils ont cité donc, des noms même commerciaux qui sont donc utilisés. Mais derrière ces noms commerciaux, ce sont donc des substances médicamenteuses qui sont utilisées. Je vous ai parlé tout à l'heure de la codéine, qui est un opioïde. Je vous ai parlé, il y a également la folcodine qui est utilisée, qui lui-même est un dérivé morphinique, c'est-à-dire qui vient donc de la morphine. Vous avez également donc, certains antihistaminiques tels que la prométhazine, tels que l'alimimazine, qui se retrouvent donc dans tout à l'heure la spécialité qu'a évoquée tout à l'heure la jeune dame. Mais comme je vous dis, effectivement, ce sont des médicaments qui, normalement, sont utilisés thérapeutiquement à des doses bien définies. C'est cela. Qui permettent justement, comme j'ai dit, d'être des sédatifs, soit de la toux, ou même de traiter certaines douleurs, tout simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai une toux sèche, ben, j'ai besoin de... Tout le monde connaît, bon, excusez-moi, peut-être qu'on ne fait pas de publicité, mais tout le monde connaît aujourd'hui le néocodion. On vous donne ça pour traiter votre toux. Mais comment aujourd'hui les jeunes arrivent à avoir accès à ces produits? Je vous ai dit que ce sont des médicaments, pour la plupart, sont en vente libre. Hormis peut-être la limimazine et puis peut-être même la prométhazine, dans certaines spécialités, c'est en vente libre. Chez nous, nous avons deux grandes catégories de médicaments. On a ce qu'on appelle les médicaments donc, du tableau, qui nécessitent donc une ordonnance. Et parmi ces médicaments qui nécessitent une ordonnance, même encore, on fait un distinguo. On a les médicaments de la liste 1 et de la liste 2. Ceux de la liste 3, ce sont même classés comme des stupéfiants, dont l'administration et le contrôle se trouvent aujourd'hui sous la responsabilité de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique. Moi-même, en tant que pharmacien, aujourd'hui, j'ai certains produits qui sont dans des stupéfiants. Je ne peux pas les détenir comme ça dans mon officine. Pour les avoir, pour un patient même, je suis obligé de passer par le registre national, bien sûr, donc des stupéfiants, qui est logé aujourd'hui à la nouvelle pharmacie de la santé publique. C'est là-bas que je fais une ordonnance spéciale et je vais chercher mes médicaments pour un patient bien déterminé. Mais comme je viens de dire, l'autre catégorie des médicaments, ce sont des médicaments qui sont en vente libre. N'importe qui vient à la pharmacie, docteur, franchement, j'ai tousse ou bien j'ai une toux sèche, j'ai besoin de néocodion. Ou bien ma mère m'a envoyé, venez acheter du néocodion pour mon petit frère. Ben, je vous le donne. Mais qu'est-ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui? Quand je prends la commune où moi je suis installé à Port-Boué, nous avons à peu près une vingtaine d'officines de pharmacie. Ils font le tour de ces 20 officines-là. À la fin de la journée, il a 20 boîtes de néocodion. C'est cela. Quand ils sont 3, à la fin, ça fait 20 fois 3, ils ont 60 boîtes de néocodion. Donc, quand ils savent qu'ils ont leur fête le soir, ben, ils enlèvent, ils écrasent, ou bien quand c'est des sirops, et ensuite, ils prennent. Ce qui fait que vous n'avez plus la... Même, je vais dire, ou bien même, il suffit d'avoir juste une plaquette, ou bien, disons, quand on vous dit prenez un comprimé 3 fois... Non, c'est ce que je veux dire. Vous prenez tout, vous le mettez dans quelque chose, vous mettez de l'eau, vous mettez des sodas, vous mettez en fait de l'alcool même, mais ça donne un cocktail explosif. D'accord. Et comme j'ai dit aujourd'hui, avec la codéine, qui sont donc des dérivés en fait donc de ce qu'on appelle aussi, vous connaissez bien le pavot opium aujourd'hui, qui aujourd'hui donne la morphine et tout et tout. La morphine aujourd'hui, elle est utilisée en thérapeutique, hein. Bien pour sûr. certaines, pas certains qui ont des grandes douleurs, des douleurs cancérigènes, etc. etc. Moi, je peux... L'endométriose, par exemple, l'endométriose, effectivement, ça arrive. On est obligé d'être sous morphine. Ça arrive. Mais nos jeunes utilisent ça à des doses vraiment fortes
comme on le dit, pour planer, malheureusement. Alors, peut-être pour faire passer le message et mieux comprendre, il faut peut-être s'apaisantir sur les répercussions. Peut-être que le jeune qui consomme se dit, bon, c'est une fois en passant, à la faveur d'une fête, sans plus, je ne suis pas certain que je vais souffler d'une accoutumance particulière plus tard, il n'en est pas conscient. Mais il faut peut-être parler de... Justement, ça cause quoi comme problème sur la santé? Est-ce qu'on a des cas pratiques? Allons déjà même sur le fait, même de l'alcool, c'est à peu près la même chose pour ceux qui ont l'habitude de consommer de l'alcool, comme on le dit. Quand on prend le premier verre, on prend le second verre, on arrive à ce qu'on appelle après l'ivresse classique. L'ivresse classique, on dit il y a une inhibition des phénomènes donc, de société, on se sent un peu plané, on sent qu'on a un peu plus de pouvoir, même peut-être la jeune fille qu'on n'a pas eu la chance de draguer, comme ça, bon, on se joue, on peut lui parler. Ouais. Sauf que, quand on arrive à ce stade-là, on pense la plupart du temps que quand on va prendre le prochain verre, ça va augmenter encore cette extasie qu'on a. Mais malheureusement, on bascule dans l'autre sens, de l'autre côté, qui devient maintenant la dépression, qui devient maintenant le fait qu'on ne se sente plus bien, on a la gueule de bois et ainsi de suite. Les drogues, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a aujourd'hui qui arrivent à se contrôler. Je prends mon alcool, je sais que j'arrive à ce stade-là, je m'arrête, parce que c'est une question après maintenant donc, de self-control. Mais malheureusement, avec ce genre de substance-là, le self-control souvent disparaît. Parce que c'est la substance elle-même qui prend le contrôle de votre organisme par la suite et qui vous impose en fait à aller à des doses un peu plus importantes. Ce que les enfants, ou bien disons nos enfants, nos jeunes doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des médicaments qui agissent sur le système nerveux central. Ce système nerveux central-là même qui est, je vais dire aujourd'hui, l'épicentre de notre équilibre, qui est l'épicentre de notre être en quelque sorte. Donc en quelque sorte, en se mettant dans ce sens-là, nous sommes en train de nous détruire. C'est comme vous avez aujourd'hui une colonne vertébrale qui est en fait ce qui vous permet d'être ce que vous êtes et vous attaquez en fait à cette colonne vertébrale-là que vous détruisez au fur et à mesure, tout doucement. Il y a beaucoup d'effets qui existent. C'est grave à quel point on peut... Déjà même quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue, il ne se contrôle plus. Déjà même les phénomènes de société, même les accidents. Parce qu'en général, quand c'est comme ça, on se sent fort, on va s'asseoir au volant de son véhicule, alors que nous ne sommes plus nous-mêmes. C'est cela. Et même au niveau, bien sûr, donc, de la santé, ça déprime, bien sûr, donc, la santé. Et de la façon la plus totale possible. On vous a dit que c'est le système nerveux central qui est donc touché par ce genre de produit-là. Donc, il faut faire vraiment attention et c'est vraiment très important. Les conséquences sont très graves et il faut aller vraiment... Ça va jusqu'à la folie? Ah bien sûr. Professeur, vous êtes très remonté. Oui, je voudrais compléter. Parce que ce sont des substances qui dérangent la tête. Ce sont des substances psychoactives. Vous entendrez, le gosse, il était très bon en 4e. En 3e, les notes descendent. Il dit, quand j'étudie, ça ne rentre pas. Effectivement, on le voit étudier, mais les notes descendent. Mais finalement, exaspéré, il n'étudie plus parce que quand il est dit, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas? Ce sont ces substances-là qui gênent la mémorisation. Ça ne décuple pas plutôt les capacités? Non, il ne peut même plus se concentrer parce que vous savez, pour retenir ce qu'il a appris. D'accord, parce que Michael Scofield, dans Prison Break, souffrait de ce qu'ils ont appelé une inhibition de basse latence. Alors, on disait qu'il y avait deux voies. Quand ça marche, il devient un génie. Quand ça ne marche pas, il devient un fou. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est pas mieux de choisir le milieu, la zone médiane? Mais beaucoup de ces enfants-là ne pourront pas faire les études auxquelles ils étaient destinés. Et beaucoup ne pourront pas arrêter tout seuls. Et de toutes les façons, qui est cet enfant qui décide de planer? Il y a quelque chose en dessous qu'il faut analyser. Et peut-être c'est quelque chose qu'il faut trouver, parce que c'est pas nouveau. Enfin, on en parle comme si c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui, c'est ce produit-là qui, sous les feux de la rampe, à cause des réseaux sociaux, à cause de l'impact de Lil Wayne. Mais le cannabis... avant Lil Wayne, il y il y avait des substances qui existaient. Bien sûr, il y a le cannabis. Et le cannabis. Exemple perso, à notre temps, c'était les éparties. Et ça existait, ce genre de boisson. Oui. Avant Lil Wayne, donc ça existait. Donc peut-être que c'est la cause qu'il faut identifier pour la cause, c'est la formation de la personnalité. Il faudrait que ces enfants-là, les parents jouent leur rôle. Les parents ont des enfants à éduquer. Nous sommes parents, nous avons des enfants. Quand l'enfant naît, point oui ou point non, il pleure. Sa mère regarde. Est-ce que c'est son heure de repas? Elle lui donne à téter, elle lui donne son biberon. Est-ce qu'il s'est sali? Elle le change. Il a des heures de repas, alors qu'il vient juste de naître, sa mère le lui impose. Il apprendra avec le temps à dormir quand les autres dorment. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques mois, elle dit « Ah, mon enfant, il est gentil, il fait sa nuit, pourquoi ?»
Il s'est réveillé à 2h du matin, la maman ne l'a pas écouté. Ce n'était pas son heure de manger, il ne s'était pas sali. Elle lui apprend, elle lui impose des heures de repas, des heures de repos. Il faut que la vie continue à la maison. Et cet accompagnement se poursuit. On va le voir. On se rend compte qu'il n'est plus tout à fait couché. Ah, peut-être qu'il veut s'asseoir. Ah, c'est vrai, il a 6 mois, on dirait qu'il peut s'asseoir. On va le mettre entouré de coussins. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On l'entoure de coussins. Oui, mais on le suit, on l'accompagne. On va l'accompagner à s'asseoir. On va l'accompagner quand il fait ses 4 pattes. On va l'accompagner à marcher. Cet accompagnement doit se suivre. C'est dans une maison qu'on éduque un enfant. Comment on sait qu'un enfant se drogue? Comment on sait qu'un enfant se drogue? C'est dans une maison d'abord qu'on éduque un enfant. Ce n'est pas chez le voisin que l'enfant va prendre ses repas. À la maison, il y a des choses, comme on lui a appris à manger à certaines heures, à le changer à certaines heures, on l'a attrapé pour faire ses premiers pas. On lui apprend à dire bonjour, merci, pardon, s'il te plaît. Ce sont des choses qui paraissent tellement évidentes qu'aujourd'hui, on ne les fait pas, mais il faut les faire. Parce que c'est comme ça que se construit la personnalité. Un enfant qui ne sait pas dire pardon, quel est l'adulte qui sera dehors demain? Un enfant qui ne sait pas pardonner à son propre frère, qui ne sait pas dire merci. On entend les parents dire oui, il n'a pas dit merci, mais c'est la bonne. Comment tu veux que ton enfant soit normal s'il ne sait pas dire bonjour, s'il ne sait pas dire merci? Et c'est ça l'éducation. Les seules valeurs de protection des enfants contre ces éléments, c'est une éducation solide. C'est comme un vaccin. Ça n'a l'air de rien, mais si on l'a bien éduqué, quand il sort, il peut dire non à ses amis. Même pour une fête, il n'ira pas. S'il sent que c'est ça qui se prépare, il ne se retrouve pas dans ça. Il a suffisamment de contenance, de consistance pour dire non aux produits qui passent. Mais s'il a été bébé gâté, on lui passe tous ses caprices. Vous entendez les parents, ah moi mon enfant ne crie pas sur lui. Maman. Mais tu veux que ton enfant devienne quoi si tu ne peux pas l'éduquer? Et c'est ça. Ce ne sont pas eux qui sont les victimes. C'est nous qui n'avons pas mis le bon ordre à la maison. Ces éléments qu'on voit là, pour moi, c'est des SOS que lancent ces jeunes gens qui sont perdus. Malheureusement, dans leur tête, ils sont face à des produits qu'ils croient maîtriser. Moi, je lance la balle aux parents. Ressaisissons-nous. Tout se passe à la maison. Les seules valeurs pour protéger les enfants, c'est l'éducation qu'on leur donne. C'est la seule carte qu'on a sur 3. Mais cette seule carte doit pouvoir écraser les autres cartes qu'il va trouver à l'extérieur, le produit qui circule et un moment socio-culturel difficile. Je propose qu'on lance aussi un appel aux téléspectateurs. Restez avec nous, on va parler de ce sujet. Il y a la pub d'abord. Allons à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le 3e et avant-dernier tableau de cette émission entièrement dédiée à la toxicomanie. Dans le milieu de la jeunesse, on en parle avec certainement beaucoup de passion et aussi beaucoup de colère avec nos invités ce soir. Professeur Tigori Sangaré, elle est toxicologue, et docteur Hyacinthe Navigué, président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. On s'est apaisanti certes sur le purple drink, encore appelé le lean. Il n'y a pas que, il y a l'héroïne, il y a la cocaïne, il y a la marijuana, il y a toutes ces substances misotropes. LSD. LSD. Oui, le LSD. On en trouve ici? Ah bon? Ah bah oui, tout ça. Là, comment? Il y a des somnifères aussi. Je n'ai pas saisi là. Quoi? LTA. La MDA. Ah, MDA. Les extasies. L'ecstasy. J'ai entendu LTA, la lettre de transport aérien. Je dis, mais qu'est-ce que ça vient chercher ici? C'est vrai que ça fait planer, mais bon. Parlant d'aérien et tout. Alors, oui. Madame avait posé une question tout à l'heure. Comment on se rend compte qu'un enfant, se drogue? Il y a des changements. Par exemple, au niveau des yeux, au niveau du visage, on ne lit rien. Quand quelqu'un est content, normalement, ça se voit. Quand il est fait, ça se voit. Lui, il a un regard hagard, un regard perdu. On ne lit aucune émotion. C'est un enfant qui, très vite, qui recule devant l'effort physique, l'effort intellectuel. C'est un enfant à qui on attribuait certains loisirs. Par exemple, il aimait le basket. Quelquefois, même l'aménagement à la maison a été fait de telle sorte qu'on installe un panier. Et tout le monde l'entendait tous les jours à 5 h du matin, faire ses shoots, boum, boum. Il réveillait tout le monde. Ça permettait à tout le monde de se lever à l'heure. Du jour au lendemain, le ballon est couché là. Il ne joue plus. Il y a même de la toile d'araignée. Quand on lui dit, mais tu fais plus, il dit non. Et pourquoi? Il dit, ah, j'ai pas envie de faire. Et quand on insiste, il y a des scènes, des colères qui viennent, des énervements que rien ne peut justifier. Ces changements-là sont des changements qui ne peuvent pas passer inaperçus. Et très souvent, les premiers qui les voient, ce sont les enseignants. Oui. Parce qu'un enfant passe au moins 3 heures par jour à l'école.
Donc, ce que nous ne voyons pas, parce qu'on sort de la maison à 5h30 et qu'on rentre à 20h, ce sont les enseignants qui vont le voir dès les premiers signes. Et quand l'école convoque, il faut que les parents se présentent. L'école ne convoque pas toujours pour une affaire de scolarité. L'école convoque parce que ce garçon brillant, en qui on a fondé beaucoup d'espoir, on le voit en train de se perdre. Donc, l'école convoque les parents pour essayer d'en parler. Mais croyez-moi, les parents ne répondent pas. Est-ce qu'un enfant hyperactif peut être aussi sous le coup d'une substance misotrope, par exemple? Si on l'a connu hyperactif depuis le début, est-ce que c'est pour... Mais s'il est en train de le devenir, cherchons à savoir qu'est-ce qui fait qu'il est en train de le devenir. Et les enseignants sont les meilleurs baromètres pour nous parce qu'ils sont en contact longtemps avec nos enfants. D'accord. Docteur? Oui, effectivement, je pense que le problème, il est vraiment sérieux. Et pour en revenir un peu à nous, notre profession de professionnels donc, de la santé, pour nous, il faut attaquer la résolution de ce problème-là sur 2 plans. Nous parlons chez nous de traitement étiologique, c'est-à-dire de traiter la cause. C'est ce qu'elle vient de développer vraiment de façon assez vraiment éloquente. En jouant beaucoup plus sur l'éducation des enfants, en jouant sur l'éducation, sur vraiment l'éducation de la personne. Parce que c'est des personnes que nous devons former, et c'est vraiment très important. Et le 2, c'est ce qu'on appelle après le traitement symptomatique, c'est-à-dire ce que vous regardez, qu'est-ce que ça a apporté comme conséquence. Donc, il est mieux de pouvoir matcher, bien sûr, donc, les deux pour vous permettre donc d'arriver à des résultats assez importants. Et aujourd'hui, le phénomène est assez important parce que, comme je viens de le dire, on a tous été jeunes, on a fait un certain nombre de petites choses. Moi, quand je prends mon cas particulier, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'environnement aussi est pour quelque chose de favorable dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela d'ailleurs que nous, en tant que parents, nous devons redoubler d'efforts. Avec aujourd'hui les réseaux sociaux, chacun va regarder ce qu'il veut regarder, ce qui est vraiment très difficile. Moi, je me rappelle que la première fois que moi, j'ai vu de mes yeux une substance qu'on appelle une drogue qui était après même de la cocaïne, mais c'est dans l'exercice de mes fonctions de pharmacien. J'étais en ce moment interne des hôpitaux, j'étais au laboratoire donc, de pharmacotoxicologie du laboratoire national de la santé publique. Et je pense que ce jour-là, il y a eu 2 passagers qui se sont fait prendre à l'aéroport, bien sûr, Félix Houphouët-Boigny. Et pour savoir, ils avaient une poudre vraiment qui ressemblait à la cocaïne. Et pour savoir ce que c'était vraiment, ils ont été conduits, mono militari, avec bien sûr donc, des policiers, donc la DPSD, au niveau du laboratoire national, moi qui étais donc l'interne donc, du service. Et j'ai fait ces analyses. C'est pour la première fois que moi je voyais de la cocaïne ou bien que je voyais une substance qu'on appelle la drogue. Je veux dire que j'ai passé tout mon cursus. C'est quand je suis arrivé dans ma profession de pharmacien que j'ai pu voir ce qu'on appelle la drogue. Mais aujourd'hui, ça circule partout. Dans les écoles, dans les petits milieux. Est-ce que les jeunes consomment beaucoup plus de drogue aujourd'hui plus qu'hier? Est-ce qu'il y a des statistiques disponibles? Bon, de tête comme ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'ai discuté un peu la dernière fois avec certains responsables de la Croix-Bleue. C'est vrai, là-bas, on a reçu aussi à 2 reprises dans la télévision. On suit beaucoup plus ceux qui sont accros à l'alcool et tout et tout. Mais vous savez, ça commence par l'alcool et la plupart du temps, ça se termine comme cela. Regardez même le phénomène de société. Avant, en Côte d'Ivoire, même avant pour avoir les fumoirs, là, il fallait vraiment... On les comptait au bout du doigt. C'est ça. Mais ici, dans chaque quartier, dans chaque sous-quartier, on retrouve donc des fumoirs. C'est ça. Donc, je dis effectivement que la société, même aujourd'hui, est pour quelque chose dans tout ce que nous vivons. Et comme elle a dit également, la démission de nous-mêmes, les parents. Nous, on a été éduqués avec des parents qui nous tenaient vraiment de main de maître, qui vous disaient effectivement ce qu'il était bon, ce qu'il n'était pas bien de faire. Mais j'avoue que nous, en tant que parents aujourd'hui, on couvre un peu trop les enfants d'une manière ou d'une autre. Professeur, est-ce que c'est un phénomène qui est irréversible, l'accoutumance? C'est-à-dire quand on est accro, est-ce qu'on ne peut plus s'en départir? Non, ce n'est pas... Est-ce qu'il y a des chances de rattraper un enfant qui est totalement lié à ça? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas irréversible. Heureusement d'ailleurs. D'accord. Mais il faut le faire à temps. Parce que si on attend aujourd'hui que la situation soit aussi trop pourrie, après ça devient bien sûr donc compliqué. Aujourd'hui, quand vous allez même dans certains centres, aujourd'hui on parle de l'hôpital psychiatrique, mais demandez un peu aux éducateurs qui sont là-bas, quand ils vous expliquent un peu l'histoire des malades, et aujourd'hui les malades arrivent là-bas de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, le directeur qui arrive de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, je veux dire que quelquefois, le passage, bien sûr, donc, de l'état normal à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'état fou, souvent, ça peut être dû à une seule dose
que l'enfant a prises. Une seule, je dis bien une seule dose. Donc, même pas un problème d'accoutumance, c'est-à-dire que pour la première fois qu'il prend, mais lui, il bascule directement. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention. Sur le caractère irréversible, et même quand on arrive à recouvrer toute sa lucidité, est-ce qu'on est à 100% de ses capacités, comme auparavant, ou est-ce qu'on garde quand même des séquelles? Avec votre permission, je voudrais revenir un tout petit peu sur les chiffres. Allez-y, allez-y. En tant qu'enseignant-chercheur, on fait des travaux dans la communauté. Et au cours de l'année scolaire 2019-2020, nous avons fait des travaux avec les étudiants. Des élèves des lycées et collèges d'Abidjan, les garçons qui ont accepté volontairement de participer à cette étude, c'est quoi? On demande l'avis de la personne, elle accepte, on lui donne un pot, elle nous met dedans de l'urine qu'on analyse. Donc dans cette urine, on va rechercher les métabolites, les produits de transformation de tous les éléments qu'il aurait pu prendre ou avec lesquels il aurait été en contact. 21% de ces jeunes gens gentils qui ont accepté de participer à cette étude testaient positif à quelque chose. Oui, bien Cannabis, cocaïne, alcool, tout ce que vous voulez. Pas forcément la même substance, mais pour qu'un test soit positif, il fallait qu'une case sur les 13 tests positifs. 21% des garçons. Les filles, école de filles, 12%. Nous parlons d'Abidjan et sa agglomération. Et dans les écoles, 15%. C'est depuis ces derniers résultats, depuis donc cette année scolaire 2019-2020, que moi je ne tiens plus en place. Je me dis, il faut qu'on aille leur parler. Il faut qu'on parle aux parents. Parce que ces gens-là, c'est vrai, la prise en charge existe. Mais je ne peux pas dire qu'on pourra sauver tous ces gens. Donc, allons-y parler aux parents, allons-y parler aux enfants pour qu'ils arrêtent leurs bêtises. Cette population, quelle étude pourra-t-elle faire? Et même les autres maladies. Donc, pour la prise en charge, elle existe, elle est bien codifiée, elle a 3 volets. Il y a le volet psychiatrique, le patient doit être suivi par un médecin psychiatre. Il y a le volet psychologique. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? La triple rencontre dont j'ai parlé, il va bénéficier d'une écoute d'un psychologue. L'écoute, elle est sans jugement. Elle est bienveillante. Le psychologue va essayer de rentrer dans la vie du patient et donc dans celle de ses parents pour voir à quel moment il a chuté et essayer de l'aider à remonter la pente. Et on ne peut pas faire l'écoute psychologique sans rentrer dans la vie des parents. Vous voyez pourquoi c'est important? Déjà qu'ils prennent les mesures, les éducants. Parce que quand on pose des questions sur votre vie privée, qui que vous soyez, vous êtes mal à l'aise. Souvent, on entend, oui, on leur dit de soigner les enfants, ils sont là, ils posent des questions bêtes. Mais ce sont les questions sur lesquelles il faut s'attarder pour remonter dans le passé de l'enfant, pour l'aider. Et puis, cette prise en charge, elle est également de réinsertion. Réinsertion scolaire, pour tous ceux qui peuvent reprendre leurs études, mais réinsertion professionnelle, s'il a passé l'âge à l'école ou s'il ne veut plus aller à l'école, il faut qu'on l'occupe. Parce que s'il ne fait rien, il va rechuter. S'il s'ennuie, il va rechuter. Donc, prise en charge psychiatrique, prise en charge psychologique et prise en charge de réinsertion, soit dans les études, soit dans un métier. Ce n'est pas une fatalité, mais reprenons-les, touchons-les au moment où on peut les prendre pour que ce ne soit pas trop tard. On est sûr qu'on réalise des résultats positifs quand le sujet n'est qu'au cannabis. Mais quand le sujet est à la cocaïne... Bien à l'héroïne. Ou à l'héroïne. Je ne veux décourager personne, mais ça devient problématique. Or, les produits étant des produits très addictifs, ils ne restent pas au même palier. La première marche de l'escalier, la première marche, c'est le cannabis. Mais à cause de la dépendance physique, à cause de la dépendance psychique, à cause de la tolérance, il ne restera pas la première marche. Il va monter. Donc, il faut tout faire pour le convaincre de descendre. Et il faut qu'il descende. Parce qu'il va monter vers des produits pour lesquels le sevrage sera compliqué. Et même quand on redescend, qu'on est encore dans le même environnement, dans le même milieu, on a tendance à rechuter. Enfin, oui, il faut réorganiser la vie de famille. Tout le monde doit se mettre dedans, autour du patient, pour l'aider à sortir de cet enfer dans lequel il s'enferme. Est-ce qu'avec les chiffres que vous avez, vous pouvez nous faire le portrait robot du jeune qui va aller vers la drogue? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de portrait robot. Personne n'est à l'abri. Il n'y a pas de localisation ou bien de... Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes les couches sociales, tous les quartiers... Il y a des... Mais c'est à partir de quel âge, le plus jeune? Vous avez vu, Avant les plus jeunes, en 2005, quand on voyait quelqu'un de 16 ans, on s'arrachait les cheveux, on criait au labo. Maintenant, on a 11 ans, on a 12 ans. Oui. C'est pour ça que nous... dès la classe de 6e, 5e. Je voudrais aussi revenir sur l'argent de poche. On est à Abidjan, les gens gagnent très bien leur vie et ils donnent trop d'argent aux enfants. Nous avons vu un chef de gang qui avait 12 ans. Oui, un chef de gang qui avait 12 ans, il était en 6e. Les élèves de terminale couraient derrière lui, comme des petits toutous. Et quand on rencontre les parents, je dis, mais
Il ne ressemble pas à quelqu'un qui a un charisme particulier. Je demande à la mère, vous donnez combien à votre enfant? Elle dit, 150 000 francs par mois. Et justement, moi, j'ai réagi comme ça. Elle me dit, non, c'est parce que vous êtes fonctionnaire. Les fonctionnaires sont mal payés que vous pensez que 150 000 francs, c'est de l'argent. Donc, voilà un enfant qui a beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr d'avoir touché ça de la maternelle à la terminale cumulée. Les enfants sont tous sauf sobres. Donc, il étale cette richesse, cette enveloppe. Et tout le monde parle de lui, les grands des terminales courent derrière lui. Mais en même temps, le dealer qui est dans le quartier, le dealer qui est dans le quartier ou qui est autour de l'école, lui, il a entendu parler de cet enfant. Il fera tout pour le séduire. Parce que cet argent, lui, il veut sa part. Donc, nous n'avons pas eu d'argent de poche. On pensait que c'était une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, avec ce que moi, je vois dans mon métier, peut-être que c'est une bonne chose de ne pas en avoir. Dans tous les cas, il faut limiter. Parce qu'un enfant fait quoi avec 150 000 francs tous les mois? Donc, les parents, c'est un piège. Le piège a été ouvert par les parents sans le savoir. D'accord. C'est important ce que vous dites parce que ça veut dire que toutes les communes sont touchées. Il n'y a pas de commune en particulier. Et toutes les couches sociales également. Tout le monde. Bon. Même disait tout à l'heure qu'il y a une étude de l'Organisation des Nations Unies pour les drogues, tout ça, qui a montré effectivement que à peu près plus de 9% donc, de personnes entre 15 et 64 ans avouent avoir touché effectivement à ces substances illicites-là. Donc, vous voyez que ça balaie vraiment. Hein. Même aujourd'hui, on parle des jeunes, mais il y a beaucoup d'adultes également dedans. Vous voyez qu'on parle qu'à 64 ans aujourd'hui. C'est une étude qui a été réalisée par cet organisme-là. Donc, vraiment, vous voyez que la palette vient des âges qui sont concernés. On va marquer une pause, ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, on va peut-être vous arracher quelques mots pour conclure cette affaire. Et puis, la T-Band va heureusement nous chanter quelque chose d'assez intéressant pour nous faire oublier un peu ce chapitre. Mais il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en mémoire. Et il faut que chacun à son niveau donc, œuvre à une normalisation des choses. Alors, la pub, en temps. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. On parle toxicomanie ce soir avec professeur Tigori et docteur Hyacinthe Kanigui, respectivement toxicologue et président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. On n'a peut-être pas parlé, je pense, des boissons gazeuses qui sont retravaillées, reconditionnées pour produire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi la boisson gazeuse a été conçue par les concepteurs. Est-ce qu'on a un petit mot quand même à dire dessus? Oui, effectivement, je pense quand même que... C'est vrai qu'on sort là de la pharmacie, non, on est quand même dans la... Ça veut dire que c'est avec les produits de la pharmacie en général qu'ils font ce mélange. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a vu sur le marché certaines boissons énergisantes qui utilisent en fait donc, des mixtes donc, de boissons fortes et puis donc d'eau gazeuse, etc., etc., mais qui, en fait, effectivement, favorisent justement l'absorption de ces produits-là, tels que la codéine dont on vient de parler, la folcodine, la phényramine, tels que, comment on appelle ça, la limémazine et tout. Vous savez, en mélangeant ces produits, ça permet bien sûr donc de pouvoir potentialiser leur action. D'accord. Et donc ça potentialise l'action. Vous savez un peu, vous vous rappelez en général en chimie, quand on faisait les réactions, les formules de réaction, on parlait des catalyseurs. Donc souvent, ce sont donc des catalyseurs qui potentialisent l'action de ces produits-là et qui permettent d'avoir assez rapidement et assez vite les effets qui sont donc recherchés. C'est ça. Et vraiment, c'est des cocktails qui sont donc faits. Voilà, de l'eau gazeuse, avec effectivement, bien sûr, donc ces produits-là, et même de l'alcool qui sont... Très bien. Professeur, sans les citer, est-ce qu'il y a certaines boissons gazeuses qu'il faut retirer du marché? Nous avons fait des travaux et déjà, nous avons évalué la caféine. La caféine qui est dedans, il y a une concentration maximale à ne pas dépasser. Pour la protection de la population, ce sont des valeurs réglementaires qui s'imposent à tout le monde. Il y a une boisson qui a fait tellement de victimes qu'apparemment, on aurait retravaillé pour diminuer le taux de... Oui, mais justement, ils affichent sur l'emballage qu'ils respectent cette concentration maximale à ne pas dépasser. Mais il faut vérifier. Et dans les contrôles qu'on a fait au laboratoire national de la santé publique, toutes les boissons ne respectaient pas ça. Voilà. D'accord. Donc c'est... Il y en avait qui respectaient, il y en avait qui ne respectaient pas. Il y a de l'affichage mensonger. Oui. Disons-le clairement. Oui, oui. Je voudrais vraiment insister sur le fait que le toxicomane... Et ce sera le dernier mot. ...est un patient. Un patient, et comme tel, il a droit à une prise en charge. Et le législateur ivoirien, aujourd'hui, nous permet de travailler vraiment plus librement, puisque la loi
La loi 2022-407 du 13 juin 2022 de notre pays, donc une loi qui n'a pas tout à fait un an, permet aujourd'hui de proposer l'injonction thérapeutique aux patients toxicomanes. Ça veut dire quoi? Avant, celui qui était toxicomane, il était puni entre 12 mois et 5 ans ferme d'emprisonnement. Aujourd'hui, la loi permet de ne pas l'emprisonner, mais de lui proposer une prise en charge. C'est cela l'injonction thérapeutique. S'il respecte sa prise en charge, on lui évite la prison. Mais s'il ne la respecte pas, les peines pénales sont reprises. C'est déjà une avancée majeure pour nous. C'est une avancée très, très, très importante. Parce que la prison ne règle pas toujours la question. Il rentre en prison pour le cannabis. Arrivé en prison, il rencontre un maître de stage qui l'envoie à la cocaïne. Qu'est-ce que la société gagne? Qu'est-ce que la société gagne? Donc cette loi, elle nous conforte dans nos activités. Et nous insistons là-dessus pour dire aux parents, ne fuyez pas, parce que peut-être c'était ça qui faisait que dès qu'on sait que l'enfant fait que ça, on le jette dehors. Maintenant, l'État balise pour qu'on puisse le soigner. Donc, prenez votre part de responsabilité en accompagnant l'enfant à l'hôpital, parce que même l'appareil judiciaire a choisi de participer à cette prise en charge. D'accord. Professeur, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous en prie. Docteur, merci pour toutes ces précisions. Et puis, on croise les doigts et on espère que les choses vont s'améliorer. On espère que votre message sera entendu. En tout cas, nous, pour peut-être dire quelque chose en tant que professionnel de la santé, en tant que président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, nous avons vraiment essayé de sensibiliser l'ensemble, bien sûr, donc, des confrères sur ce phénomène. Je pense qu'on a eu déjà des séances de travail avec la direction de la police des stupéfiants et des drogues, qui nous a attiré l'attention sur un certain nombre de choses. Et nous travaillons en bonne intelligence, bien sûr, avec ces structures-là. Vous travaillez en bonne intelligence comment? Quand c'est les jeunes qui viennent acheter des médicaments, vous refusez? Non, ce que je suis en train de dire tout simplement, effectivement, quand ce sont des médicaments qui sont sur les médicaments de liste, de tableau, s'il n'y a pas d'ordonnance, on refuse tout à fait. Oui, mais je parle de ceux comme qui ce sont des médicaments qui ouais, sont en vente libre, qu'est-ce que nous disons? C'est vraiment de faire beaucoup plus attention. Généralement, à l'âge même des patients qui viennent la plupart du temps. Quelquefois, on demande même une confirmation. Est-ce que justement, ça ne devrait pas être une exigence, d'exiger qu'on ne vend pas de médicaments aux mineurs ou aux moins de 18 ans? Non, je ne pense pas. C'est vrai que certains trouveront des adultes, comme ça se fait en Occident, ils donneront de l'argent à des adultes qui iront acheter et tout. Mais c'est déjà quelque chose déjà. Ce serait peut-être déjà quelque chose, un bon début. Bon, je pense que peut-être que c'est des choses qu'on peut regarder, mais... c'est de voir si on doit pouvoir légiférer là-dessus. Absolument, c'est ça mon idée. Et ça doit faire, en fait, je vais dire, une réflexion de façon globale et de façon générale. D'accord. Professeur Bril, envie de rajouter une dernière chose en 10 secondes. Il a parlé de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Elle était en mission de sensibilisation à Djeké du 4 au 8 mai dernier. Et moi, je faisais partie de l'équipe. Je faisais de la sensibilisation à côté de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. D'accord. Donc, on travaille ensemble. Absolument. Parfait. Glisse. À demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, la team nous rejoue du Lionel Richie. Vous aimez ou pas Lionel Richie? Hello. Oui, bien sûr. C'est bon. Hein? Alors, est-ce qu'à force d'écouter du Lionel Richie, donc trop consommer du Hello, c'est pas quelque part friser un peu la toxicomanie? Ah, elle adoucit les mœurs. Mais elle touche aussi la tête, hein, vous savez. Oui, mais elle dégage, elle nous permet de sécréter des hormones positives. Ça fait du bien. Allez, sécrétons ensemble des hormones positives. Je retrouve demain. D'ici là, take care. Dreams, I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, isn't me looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You all I ever wanted. My arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much I love you.
just gotta let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue, and I tell you so much, I love you. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.